Donc je me présente, je m'appelle Aurélie Pontal et je suis directrice des relations entreprises et du mécénat au WWF France. Et j'ai la chance de venir vous parler des forêts et de nos programmes qu'on mène avec plusieurs parties prenantes. Et j'ai la chance d'accueillir trois de nos parties prenantes, de nos partenaires qui nous accompagnent sur ce sujet. Je vais les présenter. Donc Michael Weber, sénateur de la Moselle. Vous êtes également président des parcs naturels régionaux de France, de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Merci Michael d'être avec nous. Frédéric Biondi, qui est responsable RSE chez CNP Assurance, qui est un partenaire du WWF France. Et puis Emmanuel Delabey-Odr, qui est le cofondateur de Coucou Cabane. Alors je n'en dis pas plus, je laisserai Emmanuel, je te laisserai présenter cette activité. Donc une plus petite structure. Donc vous voyez, on travaille avec différents types de parties prenantes au WWF. Alors vous nous connaissez peut-être beaucoup pour notre action sur la conservation des espèces menacées, de la nature en général. Vous nous connaissez peut-être un peu moins sur notre travail autour des écosystèmes forestiers et puis sur notre travail de dialogue avec les entreprises, de partenariat entreprises et de dialogue avec les pouvoirs publics également. Pourtant, c'est une ONG qui existe depuis plus de 50 ans. Et quand on s'est intéressé en fait les premières années du WWF sur les causes de la dégradation du vivant, de la biodiversité, forcément on a souhaité travailler sur l'activité humaine et les causes de cette dégradation et comment on peut réconcilier la nature et l'activité humaine, l'être humain. Donc c'est vraiment au cœur de notre action. C'est ça qui va nous intéresser sur tous nos grands projets. Alors bien sûr, on a des projets sur la préservation des océans, on a des projets sur la préservation des espèces menacées, sur l'eau douce, sur le climat. Mais on a aussi un grand programme forestier depuis plusieurs années maintenant. Et des équipes qui travaillent sur des projets sur le terrain pilote. Donc c'est la spécificité aussi du WWF. On fait bien sûr du plaidoyer de la campagne, mais on est présent dans des réserves naturelles, dans des aires marines protégées, dans des parcs nationaux, dans des exploitations agricoles, forestières. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de tester et de trouver des solutions un peu innovantes pour financer des actions de conservation dans la durée. Donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Et notre force, bien sûr, on représente la société civile. Donc c'est le grand public, c'est les citoyens, donc chacun d'entre nous. On est d'ailleurs financé majoritairement par les dons de particuliers. Les entreprises, en fait, ça représente que 25%. Et puis un peu de subventions publiques, qui aujourd'hui sont un peu challengées. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu notre modèle et comment on fonctionne. Alors sur les forêts, je le disais, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet, qu'on a mené des projets sur le terrain. Et on a souhaité lancer au printemps 2023 une initiative qui s'appelle Nature Impact, qui est l'objet aussi de ces échanges. Pourquoi ce lancement? Pourquoi Nature Impact? En fait, ce qu'on a constaté, c'est que le passage à l'échelle sur toutes les actions qu'on menait manquait en termes de financement. La nature, il y a un besoin crucial de financement, et pas que les financements publics. Le secteur privé, via le mécénat, c'est essentiel aussi pour contribuer à ces financements. En revanche, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est compliqué, et c'est compliqué d'ailleurs pour le monde associatif, de lever des fonds sur des projets spécifiquement. Pour une association, ce qui est plus pertinent en termes de fonctionnement, c'est de pouvoir mutualiser finalement des financements de différents acteurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Nature Impact, qui repose sur une mutualisation des financements de différentes entreprises et pour lancer des appels à projets sur le territoire national. Nous, on avait quelques projets et on avait déjà des idées de projets sur lesquels on souhaitait travailler, mais on a souhaité ouvrir sur le territoire français pour donner la possibilité à d'autres forestiers de rejoindre cette initiative. Alors, en 2 mots, l'idée de Nature Impact au départ, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une problématique sur les projets existants. Beaucoup de projets sur la forêt sont aujourd'hui orientés sur de la restauration, reforestation, plantation d'arbres. Donc on s'est dit, on ne va pas faire ça parce que ça existe déjà. C'est plus ou moins bien fait d'ailleurs. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est la forêt française. Les gens pensent souvent que la forêt française, elle est en bonne santé. En fait, elle est
pas en bonne santé. Elle n'a pas de problématique de quantité. Le couvert forestier, effectivement, a augmenté ces dernières années. En revanche, il y a une problématique de qualité écologique de nos forêts. Les forêts, elles nous rendent des services tous les jours, des services qu'on appelle les services écosystémiques pour notre société, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, la lutte contre le changement climatique, qui sont gratuits. Et donc, on a mis en place un mécanisme pour rendre compte de ces services et pour rétribuer des forestiers qui veulent s'engager à mettre en place des pratiques de préservation de la forêt. Donc, sur des forêts existantes, on a des très belles forêts anciennes dans les Pyrénées, par exemple. Et donc, pour financer ces actions, on s'est appuyé sur un concept, on n'a rien inventé, qui existe, qui s'appelle les PSE, les paiements de pratiques bénéficiant aux services écosystémiques. C'est un petit peu long. Vous pouvez retenir paiement pour services écosystémiques. Et on a basé toute la logique de Nature Impact sur cette logique de PSE en mesurant 2 services écosystémiques, la captation du carbone des forêts, et la biodiversité. C'est les 2 indicateurs qu'on a choisis. Il y en a plein d'autres. On ne peut pas travailler sur tout. Et dans Nature Impact, on a mis en place un fonds dédié, du coup, qui est porté directement par le WWF, par la Fondation WWF, qui donc nous permet de recevoir des financements en mécénat, qu'on mutualise, et de les reverser justement à des forestiers qu'on choisit via un appel à projet. Alors, on n'est pas tout seul, on n'a pas fait ça tout seul. On a mis en place une gouvernance partagée, parce que c'est un des travers qu'on avait observé aussi sur certaines démarches de projets forestiers. Donc, on a mis en place un comité technique avec d'autres acteurs du monde forestier, de l'environnement, un comité de parties prenantes. Et dedans, du coup, on retrouve l'UICN, le FSC, le CNRS, plusieurs organismes. Et ça nous permet aussi d'avoir une transparence totale. Donc, tout ce qui est développé dans le cadre de Nature Impact, toutes les méthodologies autour des PSE, tout est open source et disponible sur notre site. C'est ce que le mécénat d'entreprise permet, puisqu'en fait, c'est dans l'intérêt général. Donc, on peut le mettre à disposition du grand public. Parce que ce qui va nous intéresser aussi, au-delà de financer des projets, c'est de porter une autre vision de la gestion forestière de la forêt en France. C'est-à-dire de diffuser et que d'autres s'en saisissent de tout ce qu'on va pouvoir diffuser en termes de méthodologie, d'approche sur ces fameux PSE et sur le financement de nos forêts et de la conservation de nos forêts. On a aussi un dispositif juridique assez innovant, mais je laisserai monsieur le sénateur revenir dessus et vous l'expliquer, dans le cadre du financement des forêts, pour les inscrire dans la durée, parce qu'on va s'inscrire sur des durées longues. Ça, c'est très important pour nous, dans le monde forestier. Pour tout bon forestier, c'est que pour qu'une action ait de l'impact, il faut s'inscrire sur un temps long. Donc, ce n'est pas du financement juste sur 3 ans et puis après, merci, au revoir. Nous, on va suivre vraiment et sans intermédiaire, puisque les projets sont suivis par les équipes WWF, les projets sur le terrain, sur un impact qui peut aller entre 30 et 99 ans. Et d'ailleurs, les premiers projets qu'on a sélectionnés dans Nature Impact, il y en a 5, ils sont sur des durées jusqu'à 99 ans. Donc on va contractualiser, on n'achète pas le terrain, on contractualise avec le forestier, gestionnaire propriétaire, sur un contrat, un acte notarié, jusqu'à 99 ans. Et donc c'est vraiment super, parce qu'ils avaient le choix d'ailleurs, et ils ont choisi la durée la plus longue. Donc ça montre aussi l'engouement des forestiers pour l'initiative Nature Impact. Donc aujourd'hui, on a lancé, je l'ai dit, un premier appel à projet. On a lancé un premier appel à projet en 2023. On vient de lancer le 2e. Donc n'hésitez pas aussi, si vous connaissez des projets forestiers, de regarder l'appel à projet, le cahier des charges, et de soumettre le projet pour qu'il soit sélectionné. On en est assez fiers. Ça, c'est possible du coup grâce aux contributions d'entreprises qui sont mécènes. On a levé 3 millions d'euros en 2023 pour le premier appel à projet. Là, on a levé 2 millions d'euros pour le second. Un petit peu moins, mais on continue du coup l'effort pour parler de ces sujets et créer un engouement. Et on a des pratiques. Alors peut-être le dernier point, et je vais m'arrêter là, c'est que ce qui nous intéresse dans Nature Impact, c'est vraiment de replacer aussi la biodiversité au cœur de l'action forestière. Vous le savez, il y a eu beaucoup de critiques sur les projets forestiers liés au marché carbone. C'est aussi parce qu'on a souvent un angle uniquement climat, uniquement carbone. Et en fait, la logique avec Nature Impact, on a souhaité un peu inverser les choses, c'est-à-dire nous, ce qu'on défend, c'est parce qu'on préserve la biodiversité qu'on va séquestrer du carbone. C'est en fait la séquestration carbone, ça n'est qu'un co-bénéfice de toute action dans la forêt
qui vise avant tout la préservation de la biodiversité. Donc on le mesure. On le mesure en termes de services écosystémiques, on rend compte aux entreprises mécènes de leur impact, mais ça n'est pas l'angle prioritaire. Et c'est vraiment cette logique qu'on souhaite défendre aussi avec Nature Impact. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais du coup me tourner vers nos intervenants à qui j'aimerais poser forcément quelques questions. Et la première question que je vais vous poser à tous les trois, et on va démarrer avec vous, monsieur le sénateur, c'est en quoi du coup les enjeux forestiers sont liés à votre position? Bien, merci d'abord pour cette invitation à cette occasion autour de ce sujet qui est un sujet qui va nous occuper, je pense, beaucoup dans les années à venir, tant notre paysage français évolue avec le constat effectivement que nos forêts changent de physionomie au regard des règlements climatiques. J'ai été pendant 29 ans maire d'une commune rurale. Je suis toujours encore président des communes forestières du département de la Moselle, parallèlement président effectivement de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Et pour moi, ces deux fonctions, en quelque sorte, se croisent et étaient très intéressantes parce que quand on se place du point de vue d'une commune forestière, le sujet forestier vise en quelque sorte à abonder le budget de la commune. Donc il y a un lien qui est fait très fort sur une recette qui abonde effectivement le budget. Dans les parcs naturels régionaux et dans le parc dont j'étais le président, celui des Vosges du Nord, couvert à 65% de forêt, le sujet est tout autre. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une économie forte qui existe, un parc 111 communes, 85 000 habitants, à peu près 1000 emplois qui sont liés à la filière bois, et une forêt qui se dégrade. Le sujet, il est crucial, mais en même temps, il y a aussi cette notion de biodiversité que l'on peut avoir. Et ce que font les parcs, c'est exactement ce que vous disiez dans votre propos introductif, c'est d'essayer de concilier l'activité humaine et la protection de l'environnement. Il ne s'agit pas d'opposer. Vous savez, en termes de protection, il y a grosso modo deux systèmes de protection. On va dire un système de protection forte, un peu à la mode anglo-saxonne, et il y a le système qui est plutôt du contrat territorial, celui des parcs naturels régionaux. Et donc, quand on a commencé à se rendre compte de façon prégnante de l'impact du dérèglement climatique sur les parcs naturels régionaux, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait effectivement lier ou maintenir ce lien particulier entre l'économie forestière et la préservation de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre-là que, lors de la rédaction de la charte, puisque les parcs existent grâce à une charte, un projet de territoire, le chapitre qui concernait les forêts avait pour titre « Passer par l'économie pour augmenter le degré de naturalité des forêts ». C'est exactement l'inverse de la pratique que l'on fait depuis, j'allais dire, sans doute l'après-guerre, c'est certain, mais sans doute déjà un peu avant. En réalité, pendant très longtemps, et j'en veux pour preuve, vous savez, les crises que l'on a aujourd'hui sur les épicéas scolytés, pendant très longtemps, en réalité, on a planté des essences parce que c'était ce que l'économie demandait, c'est-à-dire ce que l'utilité du bois apportait. Ce n'était pas l'essence naturelle. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on continue ce modèle-là? Et certains se posent cette question face à ce dérèglement climatique. Est-ce qu'on va faire des migrations assistées? En gros, est-ce qu'on ramène des essences qui sont du sud de la France vers le nord de la France? Est-ce que dans le sud de la France, on va importer des essences qui viennent de l'étranger, notamment le cèdre de l'Atlas, par exemple, ou d'autres essences, toujours encore avec une valorisation économique derrière. Nous, on a fait le pari inverse. On s'est dit, et c'est un peu le cas de façon assez générale dans les parcs naturels régionaux, laissons la biodiversité faire son œuvre, laissons une forêt mélangée se constituer, se reconstituer, parce que la nature s'adapte, elle aussi, au climat, et essayons d'adapter l'économie à cela. Si je prends et si je fais un focus sur ce que je connais dans le parc des Vosges du Nord, c'est de dire, si l'on veut, en plus de bois que l'on peut utiliser in fine, quand ils sont arrivés au bout de leur maturité, il faut aussi qu'il y ait des oiseaux que l'on puisse voire maintenir, voire même revenir. La cigue noire est revenue il y a quelque temps, la chouette de Tengman a pu être maintenue. Et donc, c'était de dire, plutôt que d'avoir des diamètres d'exploitabilité qui se réduisent, ce que faisaient les exploitants forestiers depuis très longtemps, on va essayer d'attendre pour que le bois soit arrivé vraiment à maturité et exploiter les gros bois. Par exemple, c'est de dire qu'on exigeait, c'est de la forêt publique, de l'ONF de garder un certain nombre d'arbres, ce qu'on appelle les arbres bio. Donc, on appelle ça les HLM, c'est là où les insectes vont s'installer. C'est de dire que le hêtre
En France, on a une culture du hêtre blanc, très blanc, que l'on utilise pour l'ameublement, les escaliers ou à d'autres occasions. Eh bien, il n'est pas, quand il s'oxyde et qu'il devient un peu rouge, ce qu'on appelle le hêtre à queue rouge, il n'est pas pour autant non valorisable. C'est un hêtre qui, à queue rouge, est très demandé à l'export, notamment dans les pays du Maghreb qui raffolent de ce hêtre à queue rouge. Donc, c'est d'essayer d'avoir une filière qui corresponde à ce que ce produit-là peut donner. Donc, c'est exactement ça. Et en quelque sorte, ça piégeait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça piégeait finalement les acteurs économiques parce que du coup, ils ne pouvaient pas opposer le fait économique justement à ce choix qui était fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on est exactement dans cette situation-là. On est dans une situation où les scientifiques et les gestionnaires forestiers ne savent pas, en toute objectivité, et je crois qu'ils sont assez d'accord pour le dire, comment gérer la forêt au regard du règlement climatique. Je rappelle que le pas de temps est différent. Une forêt, quand vous faites un choix de gestion forestière, celui qui fait ce choix-là, ce n'est pas celui qui en récolte les fruits. Ce sera 2-3 générations plus tard. Donc ceux qui, aujourd'hui, nous qui actuellement décidons d'une façon de gérer nos forêts, nous n'en verrons pas les effets. Et sachant qu'on ne peut pas dire exactement jusqu'où va le réchauffement climatique, je pense que ça doit aussi appeler à une forme de modestie. Ce n'est pas parce que l'être humain pense qu'il peut tout dominer, en particulier dominer la nature, que c'est une réalité. Je crois exactement le contraire, pour être clair. Donc, il faut effectivement que l'on s'interroge sur les pratiques et de ce point de vue-là, on en reparlera tout à l'heure, mais l'initiative qui est portée par ce projet Nature Impact est tout à fait intéressant parce qu'il y a, à mon avis, deux choses, et en fait, on peut l'inverser, c'est-à-dire quel est l'impact de la nature ou comment est-ce que, à l'inverse, eh bien, on peut aussi avoir un impact sur les choix que l'on fait par rapport à la nature. Hein, c'est là où le dispositif, de par son titre, me semble intéressant et qu'il interroge chacune qui peut y prétendre. Et je rajouterais quand même un élément encore, pour être complet, en tout cas d'essayer de l'être, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience générale. Il y a la partie économie du bois qui est déficitaire sur la balance commerciale en France. Il y a l'impact sur les territoires, sur les paysages. Et il y a une multiplicité, effectivement, de façons de financer les choix qui peuvent être faits. Choix sylvicoles, choix de valorisation, choix de plantation, choix de biodiversité, choix économique. La difficulté, c'est que, comme souvent, il y a des règles et que les dispositifs ne se rajoutent pas, ne se chevauchent pas, mais ils ont tous, et c'est là où ça devient où c'est intéressant à mon avis, en particulier avec le WWF, ils ont tous, à mon avis, un objet qui permet, in fine, eh bien, de répondre à cette attente. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors, même question pour toi, Frédéric. Quel lien, finalement, entre les enjeux forestiers et CNP Assurance ? Merci Aurélie et bonjour à toutes et à tous. Donc pour comprendre effectivement les enjeux de la forêt pour CNP Assurance, en fait, il faut d'abord revenir à notre métier et notre histoire. Donc CNP Assurance, c'est un assureur de biens et de personnes qui aide ses assurés à faire face à leurs besoins en matière de santé, de prévoyance, de retraite ou de dépendance. Donc c'est des risques de long terme qu'on assure, donc qui peuvent durer 10, 20, 30, 50 ans. Et donc, pour faire face à ces risques de long terme, l'entreprise a besoin d'avoir la solvabilité suffisante en face pour répondre à nos engagements vis-à-vis de nos assurés, et donc d'avoir une politique d'investissement qui couvre ces risques de long terme, donc dans le même horizon de temps. Et donc c'est là en fait où l'investissement dans les forêts, c'est intéressant pour nous parce que ça va nous apporter en fait des revenus réguliers, relativement stables, dans ce même horizon de temps, et donc de couvrir une partie de ce risque et ensuite d'indemniser nos assurés. Donc CNP Assurance a acquis progressivement des massifs forestiers dès les années 60. Et elle a aujourd'hui un peu plus de 50 000 hectares de forêt dont elle est propriétaire, donc ce qui fait de nous en fait la première entreprise propriétaire de forêt en France. Cette forêt, elle est gérée par la Société forestière, qui est une filiale commune avec la Caisse des dépôts. Donc pour répondre en fait maintenant à la question que tu nous poses, l'enjeu évidemment c'est qu'on a tous collectivement intérêt à avoir des forêts en bonne santé pour faire face à nos défis climatiques et de biodiversité. Et tu l'as rappelé, c'est pas encore tout à fait le cas en France. Effectivement, les forêts se portent
se portent pas bien. Et donc pour nous, ça passe par exercer ce rôle d'investisseur responsable qui est au cœur de notre raison d'être. Et donc concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est doté de politiques et d'actions qu'on a inscrits dans une charte de gestion durable de nos forêts et qu'on fait vivre et qu'on renforce en fait chaque année, dont on renforce les exigences chaque année pour préserver évidemment ce patrimoine. Donc depuis l'année dernière, on a fait certifier l'ensemble de nos forêts PUFC, donc, qui est un des deux grands labels en France. Et puis cette année, on veut aller plus loin. Et donc on a été très heureux d'annoncer la semaine dernière, à l'occasion de la journée des forêts, notre engagement à faire certifier à 2030 l'ensemble de nos massifs avec le label FSC. Et donc ça, c'est un pas supplémentaire et un vrai engagement de notre part, parce que c'est un label qui est très exigeant, sur lequel il faut remplir de nombreux critères de biodiversité. Il faut aller recenser l'ensemble des arbres habitats de notre massif, il faut aller mettre en place des îlots de vieillissement. Donc ça nous engage vraiment sur le terrain. Et c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu de surfaces en France qui sont labellisées FSC. Et pour donner un ordre de grandeur, il y en a 50 fois moins qui sont labellisés FSC qu'ils ne le sont en PEFC. Et donc, c'est aussi important pour nous parce qu'on pense qu'au travers de cet engagement, on peut exercer un effet d'entraînement auprès des autres acteurs. Et donc, par exemple, envoyer des signaux et envoyer des signaux de confiance et de la visibilité sur des acteurs pour aller aider à structurer une filière et par exemple aider à se développer davantage la filière de certification, à développer davantage les compétences de formation en matière d'audit de ces labels. Et puis c'est aussi envoyer des signaux à l'attention des autres propriétaires et des autres gestionnaires de forêt pour leur montrer que c'est possible. Et ça évidemment c'est aussi très important pour nous. Super, merci Frédéric. Non, mais le FSC qu'on connaît bien, puisqu'ils font partie aussi du comité de parties prenantes Nature Impact. Alors Emmanuel, le lien est peut-être plus évident à l'oreille. Coucou Cabane, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous expliquer quand même ce lien avec votre activité, comment tu vois les choses? Oui, merci Aurélie pour cette question. Bonjour à tous et toutes. Alors Coucou Cabane, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. On est une petite entreprise. Et je me permets de vous couper une seconde pour vous rappeler qu'à 16h10 Une seconde, ça va. il y aura la grande table ronde conseiller développement industriel et lutte contre le changement climatique, un modèle européen à inventer, en présence de monsieur Alain Rousset. Merci. On a eu la même pub, nous Aurélie? Non, on n'a pas eu la même pub, non. Peut-être que les forêts intéressent moins. Donc Coucou Cabane, c'est une petite entreprise qui a 15 ans déjà et qui consiste en des écodomaines situés dans des lieux naturels et dans des lieux sensibles. Des écodomaines, donc c'est des petits hôtels composés de 25 à 30 hébergements, des hébergements qui sont des cabanes en bois. Ces cabanes, elles sont flottantes sur l'eau. Elles sont surpiloties au bord de l'eau, elles sont surpiloties dans des milieux plus forestiers ou carrément perchées dans des arbres. Nos sites sont toujours dans des lieux d'une certaine superficie, des lieux assez caractéristiques, assez naturels, et des lieux qui permettent de garantir à nos clients la promesse qu'on leur fait d'immersion et de déconnexion pour des séjours de dépaysement. Les sites dans lesquels on est implanté sont naturels, ce sont des lieux assez exceptionnels, ce sont en même temps jamais des forêts vierges, jamais des forêts primaires. Il n'est pas question d'implanter un site Coucou Cabane dans un lieu totalement sauvage. Il faut qu'on soit légitime et on vient plutôt dans le cadre de réhabilitation, de revalorisation de lieux et de revalorisation. On est très souvent dans des anciennes carrières dans lesquelles la nature a repris ses droits. Et c'est évidemment comme ça qu'on est légitime. Encore une fois, il n'est pas question de s'implanter dans des lieux 100% sauvages. Malgré tout, on est en lisière de forêt, on est dans des zones prairiales autour de plans d'eau, avec des enjeux environnementaux qui sont forts. Et c'est pour ça qu'on doit évidemment développer des projets qui soient exemplaires et très engagés.
Il y a une contrainte environnementale de plus en plus forte, une exigence de la collectivité qui est de plus en plus forte. Et évidemment, les projets qu'on développe doivent être exemplaires. On a toute une phase préalable à l'implantation de nos projets d'études faune-flore, de rédaction d'études d'impact. Et l'objectif, c'est de développer des projets qui ont un impact résiduel qui soit nul. C'est fondamental et c'est la seule manière d'être accepté sur les territoires. Alors, on ne fait pas ça uniquement pour répondre à une contrainte, mais bien parce qu'on veut développer des projets hôteliers qui soient au service des lieux et qui permettent de prendre soin des lieux. Voilà. Notre engagement, il est profond, il est très important. Il se traduit dans des plans de gestion environnementaux de long terme, sur 20, 30, 40 ans, la durée du bail, ou quand on est propriétaire sur des durées encore plus longues. Pour encadrer ces plans de gestion environnementaux, on a décidé, avec notamment le WWF, de les encadrer dans le cadre d'obligations réelles environnementales, les ORE. C'est un cadre exigeant qui est évidemment très engageant, avec tout l'engagement et la nécessaire sincérité du plan. WWF est garant de ce plan, est engagé et signataire, et c'est évident que ça nous engage nous aussi beaucoup. Une ORE, c'est donc le cadre réglementaire qui a été créé par l'État en 2016. Des premiers ORE se mettent en place. C'est venu, ça vient crescendo, c'est assez lent, mais c'est en train de voir le jour dans plusieurs territoires. Et nous, on pense que c'est un cadre qui est tout à fait adapté, à la fois dans la durée, mais aussi dans l'exigence du plan de gestion et dans son suivi. Et dans ces plans de gestion, on a des associations locales ou des conservatoires des espaces naturels qui sont en local et qui viennent assurer les actions avec nous ou même en tant que maître d'ouvrage. On est maître d'ouvrage pour l'entretien, le SEN local est le maître d'ouvrage pour les actions de conservation, les actions de restauration de milieu et les actions plus techniques. Et voilà, ensemble, on s'engage dans voilà, la restauration de milieux, l'amélioration, on réouvre des milieux renfermés, on restaure des mares forestières, on plante des roselières et on fait en sorte que le projet hôtelier soit, encore une fois, au service du lieu et permette de l'améliorer d'un point de vue de la biodiversité. Merci Emmanuel. Alors on n'a pas testé encore, nous, au WWF. On espère bientôt pouvoir aller sur place. Je crois que c'est prévu, donc super. Et ça fait une bonne transition pour la deuxième question, puisque effectivement le dispositif ORE que tu évoques, c'est celui que j'évoquais au début, ce qui nous permet, nous aussi, de contractualiser sur les projets Nature Impact. Et moi, du coup, la question un peu évidente, c'est finalement, vous êtes tous assez engagés déjà sur ces sujets, sur ces enjeux. Pourquoi Nature Impact, finalement? Pourquoi rejoindre cette initiative en plus? Alors, cette initiative, elle est intéressante parce que justement, d'abord, elle accompagne des démonstrateurs. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que des gestionnaires forestiers, il y en a beaucoup, la nature, elle peut être présente, mais on a besoin, comme partout, pour changer les pratiques, il y ait des démonstrateurs forts et que les gestionnaires forestiers, les propriétaires d'espaces naturels, ce n'est pas spécifique à la forêt, puissent aller regarder ce qui se passe, comment est-ce qu'on avance et leur montrer que c'est possible. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, on s'inscrit dans les ORE. Moi, je rappelle juste pour remettre le contexte. 2016, loi biodiversité de Barbare Pompili. On a avancé, c'était avant la période que l'on connaît actuellement, qui est plutôt une période de recul sur les enjeux environnementaux et climatiques, mais souvenez-vous, à un moment donné, on a dit qu'il faut que 30% de l'espace français soit sous protection, soit des aires protégées, dont 10% de protection forte. Si l'on regarde ce calcul assez froidement, le risque, c'est que les 10% de protection forte ne soient pas sur des espaces terrestres, mais soient concentrés sur les espaces plutôt maritimes, hein, notamment sur les océans, où la France a de nombreux espaces qui sont d'ores et déjà protégés. Si l'on regarde sur ces 10% de protection forte, effectivement, les ORE pourront, à mon avis, à un moment donné, s'inscrire dans ces 10%. Pourquoi c'est important? On ne peut pas
maintenir la biodiversité, en tout cas inverser la perte de biodiversité en France aujourd'hui, si on n'a pas une continuité en quelque sorte territoriale des espaces naturels qu'il faut mettre en œuvre. Si on garde des tâches de protection fortes ou même des aires protégées, nos espèces, nos essences ne pourront pas survivre à la pression qu'il y a actuellement. Et donc on continue cette perte de biodiversité. Et c'est d'ailleurs, on sait qu'on peut le réussir, ce pari, puisque sur les espèces protégées depuis longtemps, on a montré, notamment sur les espèces emblématiques, que les décisions que nous pouvons prendre des politiques de gestion peuvent avoir un impact. On parle tous beaucoup du loup, on peut parler du lynx, même de l'ours, pour parler des plus emblématiques, mais on sait qu'actuellement, ce qui pose le plus de problèmes, c'est ce qu'on appelle la nature dite ordinaire, les oiseaux des champs, etc. Donc je pense que cette politique-là, elle est de ce point de vue extrêmement importante, parce que justement, elle met ce focus sur ces démonstrateurs, sur cette capacité peut-être innovante de gérer un espace qui est un espace naturel et de l'inscrire dans le temps. En effet, dire qu'on s'engage sur 99 ans parce que les ORE, c'est quoi? C'est de dire on a un contrat avec le propriétaire. Le propriétaire a bénéficié, en l'occurrence, d'aide, mais même si ce n'était pas le cas, je ne sais pas, il a planté des arbres, il a une mare qui a été restaurée, et d'autres ont planté un verger. Et en quelque sorte, lui, en tant que propriétaire engagé, s'assure que le propriétaire futur, que ce soit dans le cas d'un héritage ou d'une cession, eh bien, s'engage à respecter je dirais, sa propre action de protection de l'environnement, ou en tout cas sa volonté que de contribuer à cela. Et c'est ce que permet les ORE. C'est un dispositif effectivement qui est nouveau, qui n'est pas très connu. Et je disais tout à l'heure, je vous invite d'ailleurs à regarder, parce que ça sera sans doute diffusé, la table ronde sur le sujet qui est prévue au Sénat le 9 avril prochain. C'est un dispositif qui est inspiré par les pays anglo-saxons, qui est un peu différent du dispositif français, mais qui a besoin absolument d'être valorisé, d'être utilisé. Et en effet, la Fédération des Seines, enfin les conservateurs d'espaces naturels sont particulièrement engagés sur le sujet et ont développé toute une politique de valorisation de ces ORE. Mais je crois que c'est vraiment de ce point de vue-là important que de l'inscrire dans cette volonté assez générale d'avoir une politique en France de protection des aires protégées, qu'elles soient sous forme de protection forte ou plutôt simple, contractuelle. Et je crois que vraiment les ORE y contribuent. Merci beaucoup. Frédéric, par rapport à CNP Assurance, donc on l'a vu, premier propriétaire forestier en France. Donc finalement, pourquoi Nature Impact aussi chez CNP Assurance ? Oui, alors c'est vrai que pourquoi s'engager en fait dans Nature Impact? Déjà, on voit que l'initiative est très alignée avec les enjeux que je présentais tout à l'heure. Et pour revenir en fait à notre politique RSE, donc CNP Assurance, nous nous sommes dotés depuis plusieurs années d'une tarification interne du carbone. Donc, ce qui veut dire qu'on alloue chaque année un budget à des initiatives de décarbonation ou de préservation des écosystèmes qui dépend directement en fait, des émissions de gaz à effet de serre de notre activité. Et donc, plus les émissions sont élevées, évidemment, plus ce budget sera important. Et donc, ce budget, en fait, on va s'en servir pour faire soit des projets internes au sein de l'entreprise, donc qui peuvent servir, par exemple, évidemment, à réduire de manière pérenne nos émissions de GES. Donc, l'an dernier, par exemple, on a réduit la consommation énergétique de notre data center en arrêtant, plutôt en améliorant l'efficacité de nos serveurs. Et ça peut servir aussi à des projets de préservation des écosystèmes. Et donc là, par exemple, sur nos bâtiments, on a posé des stickers sur les façades vitrées de nos bâtiments à Angers pour éviter que les oiseaux viennent s'écraser sur les façades. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'au travers de cet exemple, qui est évidemment sympathique et qui peut être inspirant pour nos collaborateurs, si on se limite en fait à des actions de notre fonctionnement interne en tant que service financier, finalement on en limite l'impact. Et donc le but, c'est que ce budget qu'on met à disposition, il puisse aussi servir des projets externes, donc comme celui qu'on mène avec Nature Impact. Et c'est des projets en fait, qui sont au-delà de notre chaîne de valeur. Voilà. Et si je dis ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne se sert pas
des projets de Nature Impact, par exemple, pour aller faire de la compensation carbone. Et donc, ça ne rentre pas en fait dans la trajectoire et les engagements qu'on a pris en matière de réduction. On le fait vraiment de façon volontaire. Et puis, donc, pourquoi on le fait? En fait, finalement, Nature Impact, pour nous, ça sert vraiment à inciter des propriétaires forestiers à préserver et même à restaurer la biodiversité de leur massif en suivant voilà, les bonnes pratiques et l'expertise que le WWF met à leur disposition. Et puis donc ces propriétaires qui s'engagent, ils servent une mission d'intérêt général, et tu l'as rappelé, puisque les services que nous rendent la forêt, voilà, la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité, la régulation du cycle de l'eau, on en profite tous. Et donc, comme ces services ne sont pas rémunérés par le secteur marchand, il faut bien en fait rémunérer ce service-là d'une façon différente. Donc, c'est le principe des paiements pour services écosystémiques au travers des ERE qui étaient décrits là. Et donc, en fait, nous, notre responsabilité et notre engagement, c'est d'apporter en fait et qu'on mène d'ailleurs avec évidemment notre actionnaire, la Banque Postale, qui est aussi un partenaire très engagé dans ce programme. Oui, tout à fait. Notre rôle, c'est de sécuriser en fait ce partenariat, de sécuriser ce financement et d'assurer en fait la viabilité du programme sur le long terme. Merci Frédéric. Oui, c'est vrai que je rebondis juste, mais c'est vrai que ça peut paraître parfois, aujourd'hui, on se dit que la priorité, c'est la réduction de l'impact de l'entreprise. Et c'est vrai. En revanche, l'entreprise, dans sa démarche RSE, elle a une responsabilité vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de l'intérêt général. Et ce type de démarche s'inscrit dans cette contribution, comme tu le disais, au-delà de la chaîne de valeur qui est essentielle si on veut tous en bénéficier. Merci Frédéric. Emmanuel, on finit avec toi sur cette question du pourquoi Nature Impact, même si on se doute aussi quand même des liens par rapport à ce que tu nous as décrit. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ajouterai simplement que nous, évidemment, on est une petite entreprise. On a besoin de compétences techniques, scientifiques, pratiques et objectives. Et puis, on a aussi besoin quelque part de crédibilité. Et évidemment, d'encadrer nos démarches dans un cadre réglementaire qui est connu, c'est fondamental. Je pense que ça rassure aussi beaucoup, parce que nous-mêmes, encore une fois, on n'est pas des professionnels de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de gens qui nous engagent et qui nous accompagnent dans tous ces sujets. Je pense qu'on a une autre fonction qui est importante, c'est qu'on reçoit dans nos cabanes 75 000 personnes par an. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est sur 5 sites, avec 30 hébergements par site. Ça représente un certain taux d'occupation. Mais on a un devoir, me semble-t-il, absolu de sensibilisation de nos clients. Les enjeux, ils sont majeurs, ils ne sont pas toujours très connus, et on invite nos clients, nous, dans des milieux naturels, dans des forêts et dans des milieux qui sont sensibles. On a tout un tas d'informations qu'on a recueillies pendant toutes les études d'impact et tous les inventaires qu'on a faits. À nous de restituer ça à nos clients. C'est une vraie mission qu'on a, c'est une source d'adhésion de nos équipes, de nos collaborateurs, des territoires. Ça a, je pense, aussi beaucoup d'intérêt pour nos clients qui viennent découvrir des hébergements, mais qui viennent aussi découvrir un lieu, un territoire. Allons-y pour qu'ils découvrent ce qui se passe et les sensibilités du territoire. Et pour ça, c'est pareil, il faut le faire de manière pro, il faut le faire de manière précise. Et c'est pour ça qu'on est content de retrouver et de rejoindre des programmes qui apportent beaucoup de professionnalisme. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être merci à tous les trois déjà pour ces témoignages. En conclusion, parce qu'après on va prendre quelques questions de la salle, donc vous l'avez compris, l'idée de Nature Impact, c'est vraiment de financer avant tout de la préservation. Alors bien sûr, il y a une partie où on laisse une partie de la forêt en libre évolution, mais on travaille aussi sur de l'exploitation. C'est ce que vous disiez, monsieur le sénateur. L'idée, c'est de concilier l'activité humaine et la conservation. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je rebondis aussi sur le sujet d'aller au-delà de sa chaîne de valeur pour une entreprise. Aujourd'hui, en fait, au vu de l'urgence, bien sûr, il faut continuer à réduire l'impact, mais il faut aussi préserver ce qui nous reste. Il
faut réparer. Donc il y a tous les projets de restauration active, d'accord. Mais on a encore des écosystèmes qui sont extrêmement précieux, et notamment en France. C'est vrai que WWF, on est très connu aussi pour notre action à l'international, mais en France, on a la nécessité collective, donc citoyens, entreprises, pouvoirs publics, de se mobiliser pour préserver finalement ce qui nous reste de ces forêts, de les préserver dans la durée. Ça, c'est je dirais le premier mot, moi, de conclusion que j'aimerais partager avec vous. Le deuxième, sans surprise, il est de nous rejoindre, bien sûr, dans ce mouvement, dans cette initiative. Aujourd'hui, on en est au deuxième appel à projet, mais on ambitionne de faire durer l'initiative sur au moins 10 ans, sur différents appels à projets qui vont être fonction des seuils de levée de fonds. Donc on en a passé 2. On vise déjà, on est déjà dans la suite pour le 3e. Et donc, bien sûr, nous, c'est ouvert, on est ouvert au dialogue. On choisit quand même, je ne l'ai pas dit en introduction, mais les entreprises qui financent Nature Impact. Toute entreprise ne peut pas financer, il y a quand même un process de sélection par le WWF et de validation de l'acteur pour valider qu'il est engagé justement sur une démarche de réduction d'empreintes avant tout. Et donc, on a aujourd'hui une trentaine d'entreprises qui ont déjà rejoint Nature Impact. On a déjà 5 premiers projets, je l'ai dit. On a des objectifs quantitatifs qui équivaut sur la séquestration carbone, donc 400 000 tonnes de CO2 équivalent de séquestration carbone, et sur la biodiversité, 15 000 hectares. Alors, ça peut vous paraître pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut entendre sur certains grands programmes qui vont être plutôt sur des millions d'hectares et des millions de tonnes de carbone. Ce qu'on vise, nous, c'est vraiment la qualité, la robustesse. Et après, que ce soit diffusé à plus grande échelle. On ne pourra pas être partout, WWF, on est une ONG aussi avec nos modestes moyens. Donc, on va viser des projets emblématiques qui pourront être dupliqués ailleurs. Et d'ailleurs, on travaille aussi sur le fait de dupliquer l'initiative Nature Impact avec d'autres bureaux WWF, notamment sur les forêts de l'Est ou sur les forêts du bassin du Congo. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un site dédié et tout est accessible au grand public. Merci à tous, merci à tous les 3. Alors, on va prendre peut-être quelques questions. Je crois qu'il nous reste, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté pour nos intervenants ou pour le WWF? Oui. Merci. Est-ce que vous avez des projets de protection aux alentours, dans les forêts landaises, par exemple? Alors effectivement, c'était sûr qu'on allait nous poser cette question. On est présent aujourd'hui sur le salon, on n'a pas de projet dans la région Aquitaine. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas. Pourquoi pas peut-être sur le prochain appel à projet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas et qu'il y a des vrais enjeux, bien sûr, sur la région, on le sait. Mais ce n'est pas le cas, encore. Oui ? Bonjour. Les gestionnaires forestiers s'engagent à long terme, j'ai bien compris, jusqu'à 99 ans aujourd'hui. Mais le financement est à court terme. Comment fonctionne ce système de financement? Très bonne question. Alors, le financement, il est à court terme, c'est-à-dire que le don, il est à court terme. Pas toujours. C'est-à-dire que nous, dans nos partenariats, on a des partenariats qui peuvent aller jusqu'à 3 à 5 ans. Donc, chaque année, l'entreprise fait un don et peut alimenter du coup Nature Impact. Après, nous, toutes les donations qui sont collectées, ensuite, elles sont consignées dans une fiducie qui permet justement de rémunérer, entre guillemets, le forestier avec un montant en fait annuel en fonction du suivi de l'impact aussi. Bien sûr, on ne donne pas tout d'un coup aux forestiers. La fiducie nous permet aussi de sécuriser les montants qu'on a collectés des entreprises. Non pas on croit quand même que WWF est là depuis 50 ans et qu'on sera encore là dans 50 ans, on croise les doigts, mais on ne sait jamais. Si WWF, demain, pour X ou Y raison, tout peut arriver, s'effondre, enfin n'existe plus, que devient l'argent et les engagements qu'on a pris vis-à-vis du forestier, du coup, ils sont consignés dans cette fiducie et ils sont assurés de cette manière. Peut-être juste réagir, parce que effectivement, là, on vous explique comment le WWF souhaite effectivement assurer cet accompagnement. Mais cette question que vous posez, elle est très pertinente.
de façon assez générale, et je profite de cette occasion pour l'expliquer. Un bon gestionnaire forestier vous dira que moins vous investissez au départ dans votre forêt, et in fine plus vous pouvez en tirer. C'est-à-dire que quand on regarde l'équilibre économique dans une forêt ou dans laquelle vous allez planter, je prends l'exemple qui était l'exemple classique qu'on a connu pendant très longtemps. Plantation, coupe rase, hein, on coupe tout, exploitation, et puis replantation, et puis, je ne sais pas, 60 ans après, de nouveau exploitation. Ce modèle-là est un modèle qui économiquement n'a pas de sens. Tout le monde vous le dira. Parce qu'en réalité, bien sûr, celui qui va faire l'exploitation, il va avoir un gros chèque à la fin, il va se dire, bah, finalement, c'est intéressant. Mais il a déjà oublié que celui qui a investi, c'est-à-dire son père ou son grand-père, lui, il a dû dépenser une somme. Donc, aujourd'hui, le bon sens, en réalité, et de surcroît avec la situation que l'on connaît aujourd'hui, climatique, eh bien, amène à investir le moins possible en forêt. En tout cas, avoir un investissement qui permet à ce que, de façon naturelle, la forêt peut produire. Si vous plantez des essences qui ne sont pas des essences adaptées et qu'au bout d'une année, parce que vous avez une sécheresse ou que sais-je encore, la moitié de vos plants eh bien, sont morts et qu'il faut replanter l'année d'après, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Et donc je pense qu'au-delà de la question là, c'est un message que je passe de façon générale, il faut bien l'avoir à l'esprit, que ce qui est intéressant pour ces ORE, c'est d'avoir un dispositif d'accompagnement, certes financier, mais qui n'est pas pour autant un accompagnement sur la gestion économique forestière, mais qui est sur l'équilibre entre ce que l'espace naturel peut apporter économiquement, mais aussi sur sa viabilité en termes de biodiversité naturelle. C'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner. Parce que sinon, j'allais dire, on donne des sommes importantes pour n'importe qui veut faire dans un espace agricole une forêt. Ça n'a pas de sens. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui s'interroger, parce que sinon les sommes vont être de plus en plus importantes. Parce que regardez la situation actuelle. Sol dégradé avec des sécheresses. Vous avez remarqué que le climat non seulement est déréglé, enfin, qu'il y a des problèmes de sécheresse ou de manque d'eau, mais qu'en réalité, il est dégradé. Enfin, voilà, vous avez des périodes très humides pendant quelques temps, puis des périodes très sèches à un autre moment. Et donc, tout cela perturbe totalement la nature. Si le sol n'est pas adapté et que vous allez planter une essence qui n'est elle-même pas adaptée, vous allez devoir replanter derrière. Puis vous allez devoir la protéger parce qu'il y a l'équilibre sylvo-synergétique. Donc on va mettre des espèces d'énormes grillages pour que, il ne se passe rien. Puis vous allez avoir une tempête qui va encore une fois altérer la capacité de la forêt à réagir ou à se protéger face à cette tempête, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui s'interroger, que le dispositif est intéressant parce que justement il essaie de trouver l'équilibre. C'est très difficile en fait la dentelle entre ce que l'on investit au départ et la viabilité naturelle à terme de ce projet-là. Et pour revenir sur la forêt landaise, là aussi peut-être un petit tac au tac, c'est un sujet particulier. Je suppose que vous êtes landaise, pas du tout, mais pas, peut-être bordelaise, mais en tout cas c'est un sujet particulier parce que la forêt des Landes est très différente à la fois dans son parti pris de départ, parce que c'est une forêt de production qui a été et dont on voit aussi la limite aujourd'hui en termes de gestion forestière, hein, et qui interroge, hein, et que je le dis parce que c'est aussi important que d'avoir un pas de côté sur la forêt des Landes par rapport au reste du système forestier français, qui malgré tout a des différences. Il y a des forêts de production, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais c'est un sujet qui est un sujet particulier et qui, je crois, aujourd'hui amène à évoluer avec de surcroît une difficulté, puisque c'est une forêt qui est essentiellement de la forêt privée et que ça, je dirais, empiète en quelque sorte la capacité d'évoluer qui sera aussi nécessaire pour cette forêt-là. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est une belle conclusion. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous les trois et puis merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt, j'espère.